Te souviens-tu du temps où l'heure du dîner était quelque chose de simple, où maman pouvait préparer un repas sans se soucier des réglementations sanitaires, des listes d'espèces menacées ou des avertissements des autorités de santé? C'était une autre époque. Une époque où cuisiner était instinctif, moins contrôlé et assurément plus insouciant. Alors, enfile ton pantalon à pattes d'éléphant, allume ce vieux four vert avocat et joins-toi à nous pour un fascinant voyage à travers les saveurs qui ont marqué les années 70, mais qui aujourd'hui seraient pratiquement impossibles ou même illégales à reproduire. Poisson rouge noirci dans une poêle en fonte. Dans les années 1970, le chef louisianais Paul Prudhomme a révolutionné la gastronomie en présentant son emblématique Redfish Blackened. Sa recette consistait à cuire ce poisson avec des épices intenses dans une poêle en fonte jusqu'à obtenir une croûte grillée et savoureuse, devenant ainsi un véritable phénomène national. Des restaurants à travers tous les États-Unis ont intégré ce plat épicé audacieux à leur menu et de nombreux cuisiniers amateurs tentaient de le reproduire chez eux. L'engouement fut tel qu'il eut rapidement des conséquences. La demande croissante a provoqué une surpêche du red drum dans le golfe du Mexique, entraînant un effondrement inquiétant des populations dès le milieu des années 80. En 1987, la pêche commerciale de cette espèce fut interdite dans les eaux fédérales et plusieurs États adoptèrent des réglementations strictes pour sa protection. Aujourd'hui, la pêche récréative est encore autorisée dans certaines régions, mais sous des régulations très sévères et des quotas de capture stricts. En revanche, sa vente commerciale, lorsqu'il s'agit d'individus sauvages capturés dans le Golfe, reste largement interdite. Ce délicieux plat de poisson rouge noirci, qui illuminait tant de dîners et de repas dans les années 70, n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir du passé et pourrait même entraîner de lourdes amendes s'il est pêché ou vendu hors la loi. Canapé de viande de tigre. Non, ne panique pas. Il n'était même pas fait avec de la viande de tigre réelle. Ces fameux canapés de viande de tigre étaient une spécialité du Midwest américain dans les années 70. Il s'agissait d'un mélange cru de bœuf haché, oui, entièrement cru, assaisonné d'oignons, de sel, de poivre et, dans certaines versions, d'un œuf cru. On étalait ce mélange directement sur du pain de seigle ou des crackers, servi en toute normalité lors de fêtes familiales, réunions de Noël ou autres célébrations. Considéré comme un hors-d'œuvre sophistiqué et délicieux par beaucoup. Cependant, aujourd'hui, servir de la viande hachée crue serait une infraction directe aux normes sanitaires dans la plupart des pays. Les autorités comme le département de l'agriculture ou la FDA aux États-Unis déconseillent fortement la consommation de viande crue en raison des risques élevés de bactéries dangereuses telles que E. coli, salmonelle ou d'autres pathogènes graves. Actuellement, tout établissement qui oserait proposer un tel canapé serait immédiatement fermé par les services de santé. Et dans un événement public, les organisateurs pourraient faire face à des sanctions juridiques sévères. Ce qui fut jadis un boucher apprécié lors de réunions familiales est désormais une menace sérieuse pour la santé publique. Tourte de pigeons migrateurs. Rassure-toi, celle-ci est une blague. En réalité, au moment des années 70, le pigeon migrateur était déjà complètement éteint. Le dernier individu de l'espèce est mort en 1914, après des décennies de chasse excessive et de destruction de son habitat. Pourtant, cette anecdote emblématique nous rappelle à quel point notre relation à l'alimentation et à la faune sauvage a changé. Au XIXe siècle, le pigeon migrateur était une source courante de nourriture en Amérique du Nord. Il était si abondant qu'on le chassait par milliers et la tourte de pigeon était l'une des préparations les plus typiques. Mais cette surexploitation a poussé l'espèce à l'extinction. Bien qu'elle fût déjà un souvenir dans les années 70, son histoire a contribué à alimenter le mouvement conservateur qui a conduit à l'adoption de lois de protection de la faune sauvage. Aujourd'hui, chasser toute espèce d'oiseaux migrateurs sans les permis appropriés constitue une violation de la Migratory Bird Treaty Act, une loi internationale imposant de lourdes amendes et même des peines de prison. La chasse informelle d'oiseaux sauvages, qui fut jadis si répandue, est aujourd'hui strictement réglementée et souvent interdite.
Soupe de tortue marine. Dans les années 1970, on pouvait encore trouver de la soupe de tortue marine au menu de restaurants de luxe ou dans certains marchés spécialisés, notamment dans les zones côtières aux fortes traditions maritimes. Cette soupe, souvent préparée avec de la tortue verte, était considérée comme un mets raffiné et un symbole de statut social. Malgré l'adoption de la Endangered Species Act en 1973, son application fut progressive et les populations de tortues continuaient à décliner à un rythme alarmant au cours de cette décennie. Aujourd'hui, toutes les espèces de tortues marines sont protégées par cette loi et des traités internationaux. Chasser, tuer, déranger ou consommer des tortues ou leurs œufs est formellement interdit. Les sanctions pour violation peuvent inclure des amendes considérables, voire des peines de prison. Ce qui fut autrefois un mets digne de la haute gastronomie est désormais considéré comme un crime contre la vie sauvage. Steaks de viande de baleine. Même si elle n'a jamais été un aliment courant dans les foyers américains, la viande de baleine pouvait encore se trouver légalement sur certains marchés au début des années 70. Elle était surtout consommée dans les régions à tradition baleinière ou par des communautés immigrées issues de pays où la chasse à la baleine faisait partie de la culture culinaire. D'un rouge profond, avec une texture proche de celle du bœuf, la viande de baleine était souvent préparée en steak ou rôti. Mais tout a changé en 1972 avec l'adoption du Marine Mammal Protection Act aux États-Unis, interdisant catégoriquement la chasse, la capture et la mise à mort de mammifères marins dans les eaux américaines. Puis, en 1986, la Commission baleinière internationale a imposé un moratoire mondial sur la chasse commerciale à la baleine. Depuis, la chasse et la consommation de viande de baleine sont considérées comme illégales dans la majorité du monde, y compris aux États-Unis. Aujourd'hui, seuls certains peuples autochtones d'Alaska ont encore le droit de chasser la baleine, mais dans un but strictement culturel et de subsistance. En dehors de ce contexte, posséder ou consommer de la viande de baleine constitue un crime grave, passible de lourdes sanctions. Ce qui autrefois pouvait sembler être une curiosité culinaire est désormais un affront majeur à la conservation des espèces protégées. œufs bénédictines aux œufs de pigargue à tête blanche. Cet exemple est plutôt hypothétique, mais il n'en est pas moins parlant. Dans les années 70, les œufs de pigargue, l'aigle emblématique des États-Unis, étaient déjà protégés, mais pas aussi rigoureusement qu'aujourd'hui. L'entrée en vigueur de la loi sur les espèces en danger en 1973 a marqué un tournant décisif, renforçant la protection de nombreuses espèces, y compris les aigles. Avant cela, des témoignages historiques font état de la collecte et de la consommation d'œufs d'aigle, notamment dans certaines traditions spirituelles des communautés amérindiennes. Mais aujourd'hui, toute tentative de déranger un nid, de posséder un œuf ou même une plume de pigargue sans autorisation spéciale constitue un crime fédéral. Ces permis sont très rares et réservés presque exclusivement à des membres de tribus reconnues pour des cérémonies religieuses. La législation actuelle, y compris Legal Protection Act, impose des sanctions très sévères, allant de lourdes amendes à des peines de prison. Cet exemple illustre parfaitement l'évolution stricte et détaillée de la législation en matière de protection de la faune sauvage. Venaison transformée à la maison. Dans l'Amérique rurale des années 70, la saison de chasse était non seulement une tradition, mais aussi un moyen essentiel de remplir le congélateur familial. Beaucoup de foyers comptaient sur la viande de cerf pour compléter leur alimentation. Le traitement de la viande se faisait alors à domicile, dans un esprit de partage communautaire, sans autorisation ni bureaucratie. C'était une pratique acceptée, la chasse comme forme d'autonomie, loin des circuits industriels. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Même si la chasse reste populaire, elle est encadrée par des réglementations bien plus strictes. Dans la majorité des États, il faut non seulement une licence spécifique pour chasser, mais également pour transformer la viande. De plus, des lois strictes régissent la manière dont cette viande peut être partagée. Dans de nombreux endroits, il est interdit de donner de la venaison à des personnes extérieures au foyer sans autorisation officielle. Et une règle s'applique dans tout le pays. La vente commerciale de viande de gibier sauvage est totalement interdite.
Cette ambiance chaleureuse, où l'on offrait des steaks de cerf aux voisins après une belle chasse, pourrait aujourd'hui violer plusieurs lois de protection de la faune et de sécurité alimentaire. Lait cru et produits laitiers non pasteurisés. Dans les années 70, boire du lait cru, c'est-à-dire non pasteurisé, était monnaie courante dans de nombreuses régions rurales des États-Unis. Les familles le tiraient directement de leurs propres vaches ou se fournissaient chez des agriculteurs locaux. Beurre, fromage et autres produits laitiers non pasteurisés faisaient partie du quotidien, surtout en dehors des grandes villes. À cette époque, il n'y avait pas la perception du danger que l'on associe aujourd'hui à ces produits. Mais de nos jours, les autorités sanitaires, comme la FDA, mettent fermement en garde contre les risques liés à la consommation de lait cru, susceptibles de contenir des bactéries dangereuses comme Listeria, Salmonella ou E. coli. La vente de lait cru est aujourd'hui interdite dans de nombreux États et son commerce interétatique est totalement proscrit au niveau fédéral. Certains États autorisent encore une vente limitée, mais sous des conditions très strictes. Toute infraction peut entraîner des sanctions importantes. Ce qui, dans les années 70, était une habitude rurale anodine, pourrait aujourd'hui enfreindre plusieurs lois de sécurité alimentaire, surtout si ces produits sont mis en vente. Conserve maison sans protocole moderne de sécurité. Dans les années 70, le mouvement du retour à la terre a ravivé l'intérêt pour l'autosuffisance et l'une de ses manifestations les plus populaires fut la mise en conserve maison. De nombreuses familles remplissaient leurs étagères de bocaux faits maison, fruits, légumes, soupes, viande, préparés selon des recettes familiales transmises de génération en génération. Le problème ? Beaucoup de ces méthodes reposaient sur des pratiques obsolètes sans validation scientifique. L'une des plus répandues était la mise en conserve à chaud, où l'on versait les aliments chauds dans les bocaux sans traitement thermique supplémentaire pour éliminer les bactéries dangereuses. Aujourd'hui, les normes de sécurité alimentaire sont bien plus strictes. Toute personne souhaitant vendre des conserves maison doit suivre les directives approuvées par la FDA, obtenir les licences nécessaires et soumettre ses produits à des inspections et des analyses en laboratoire. Les aliments à faible acidité, comme les légumes, les viandes ou les soupes, sont particulièrement préoccupants, car maltraités, ils peuvent favoriser le développement du botulisme, une maladie grave et potentiellement mortelle. Les opérations familiales qui approvisionnaient autrefois toute la communauté en conserve maison pourraient, de nos jours, enfreindre plusieurs lois sanitaires si elles commercialisaient leurs produits. Steaks de viande de cheval. Dans les années 70, la viande de cheval était encore légale et disponible dans certaines régions des États-Unis. Bien qu'elle n'ait jamais rivalisé avec le bœuf en popularité, elle était considérée comme une option légitime, quoique peu courante, parmi les viandes rouges disponibles. Des boucheries spécialisées en proposaient, et son usage était plus fréquent au sein de certaines communautés immigrées, notamment issues de cultures où la viande de cheval faisait partie des traditions culinaires. Pour ces familles, cuisiner des steaks ou des ragoûts de cheval n'avait rien d'inhabituel. Mais en 2007, tout a changé. Le Congrès américain a indirectement interdit l'abattage des chevaux pour la consommation humaine en retirant les fonds nécessaires à l'inspection fédérale des abattoirs équins. Cette mesure, sans interdire la viande de cheval en soi, la rendait légalement et logiquement inexploitable. Depuis, le statut juridique de cette viande a fluctué, oscillant entre interdiction et tentative de réautorisation. Mais la pression sociale, le rejet culturel et les lois locales ont fini par la faire pratiquement disparaître. Aujourd'hui, il n'existe plus d'abattoirs de chevaux en activité aux États-Unis et la vente de viande de cheval est interdite dans la plupart des États. Ce qui était dans les années 70 une viande alternative un peu exotique mais légale est désormais presque impossible à trouver, même si l'on voulait en acheter. Tu es surpris par ce que l'on mangeait il y a quelques décennies ? Si ce voyage à travers les saveurs interdites du passé t'a autant étonné que nous, alors mets un like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines histoires fascinantes. Et ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Moonshine maison, l'alcool clandestin. Dans les années 70, surtout dans les régions rurales des États-Unis où la distillation artisanale avait de profondes racines culturelles,
le moonshine restait une pratique bien vivante. Ce terme désignait des alcools forts produits illégalement, souvent dans des alambics improvisés, cachés dans des granges, des cabanes ou en pleine forêt. Bien que la fabrication d'alcool sans licence fût déjà interdite à l'époque, son application variait selon les régions. Dans bien des communautés, produire du moonshine était une tradition familiale, vue comme un geste d'autonomie, voire de défi aux autorités. Mais aujourd'hui, le cadre légal est bien plus strict. Les lois fédérales et étatiques interdisent formellement toute distillation sans licence, ni paiement des taxes correspondantes. Fabriquer de l'alcool à la maison sans autorisation est un crime fédéral, passible de 5 ans de prison et de lourdes amendes. Certes, il est légal de brasser de la bière ou du vin à domicile pour consommation personnelle, mais les spiritueux restent soumis à une réglementation beaucoup plus rigoureuse. Le bocal en verre contenant la fameuse recette secrète de grand-père, si populaire dans les années 70, pourrait aujourd'hui mener tout droit au tribunal. Cocktail à l'absinthe, du mythe au retour légal. Dans les années 70, la véritable absinthe restait interdite aux États-Unis, comme elle l'était depuis 1912. Mais son usage n'avait pas complètement disparu. Quelques bouteilles, importées clandestinement, circulaient dans certains cercles artistiques, bohèmes ou contestataires, où cette boisson au goût anisé était auréolée de mystère et de provocation. Connue autant pour son arôme intense que pour sa supposée capacité hallucinogène, attribuée à la tuyonne, un composé naturel de l'armoise, l'absinthe symbolisait la créativité rebelle et la décadence. Mais le récit prit un tournant inattendu. Depuis 2007, l'absinthe est de nouveau légale aux États-Unis à condition de respecter les normes de la FDA, notamment sur la quantité autorisée de tuyonne. En somme, la légalisation ne s'est pas faite par l'oubli, mais par le contrôle des substances réellement dangereuses. Cela dit, les préparations artisanales d'absinthe qui circulaient dans les années 70, souvent non réglementées, voire toxiques, resteraient aujourd'hui illégales selon les lois sur la sécurité alimentaire. Ce cas nous montre comment, avec le temps, certaines régulations ont évolué vers une approche plus rationnelle et ciblée, protéger la santé publique sans bannir totalement des produits culturels ou historiques. Haggis importé, de la fierté écossaise à l'interdiction sanitaire. Le haggis traditionnel écossais, un pudding riche et savoureux à base de cœur, foie et poumons de mouton, mélangé à de l'oignon, de l'avoine, du suif et des épices, le tout cuit dans l'estomac de l'animal, pouvait encore être importé légalement aux États-Unis dans les années 70. Pour de nombreuses familles d'origine écossaise, en particulier lors de la nuit de Burns, célébration annuelle du poète Robert Burns, savourer un haggis authentique était une façon de garder vivante leur identité culturelle. Mais les choses ont changé en 1971, quand le département de l'agriculture américain a interdit l'utilisation de poumons dans l'alimentation humaine pour des raisons sanitaires. Et en 1989, coup fatal pour le haggis traditionnel. Son importation a été interdite s'il contenait des poumons de mouton par crainte du scrappie, une maladie neurodégénérative affectant les ovins. Aujourd'hui, le véritable haggis, celui avec les poumons, ne peut plus être importé légalement. Des versions américaines existent, sans ce fameux ingrédient, mais pour les puristes, ce n'est plus du vrai haggis. L'âme du plat réside dans sa recette d'origine. Ce mets, qui ornait les tables de tant de foyers écossais dans les années 70, serait désormais saisi par les douanes avant même d'arriver à l'assiette. Fromage au lait cru, affiné moins de 60 jours. Dans les années 70, les réglementations sur la fabrication des fromages, et notamment ceux au lait cru, étaient beaucoup plus souples. On trouvait aisément des fromages artisanaux, américains ou importés, élaborés sans pasteurisation et affinés sur de courtes durées. Des fromages européens traditionnels comme le camembert, le brie ou le reblochon arrivaient aux États-Unis dans leur forme authentique, sans altération. Leur texture crémeuse, leur goût puissant et leur caractère artisanal faisaient le bonheur des amateurs. Mais tout a changé avec le durcissement des normes sanitaires. Aujourd'hui, la FDA interdit la vente de fromage au lait cru affiné pendant moins de 60 jours. Cette règle vise à réduire les risques d'infections comme la listériose ou les contaminations par E. coli. Résultat, beaucoup de fromages européens ne peuvent plus être vendus dans leur version originale. Ils doivent désormais être fabriqués avec du lait pasteurisé,
ou être affinés plus longtemps, ce qui modifie leur texture, leur goût et leur authenticité. Ce qui était autrefois une délicatesse accessible pour les palais les plus exigeants est aujourd'hui remplacé par des versions édulcorées, que les connaisseurs jugent souvent incomparables. Sirop maison contre la toux à la codéine, du remède de grand-mère au délit fédéral. Dans certains foyers des années 70, surtout en zone rurale ou parmi les familles d'origine européenne, il n'était pas rare de préparer à la maison des remèdes contre la toux contenant de petites doses de codéine ou d'autres substances contrôlées. Ces sirops s'appuyaient sur des recettes traditionnelles transmises de génération en génération, utilisées comme recours familier dès les premiers signes de toux. Bien que la codéine fût déjà soumise à prescription médicale, les règles étaient bien plus souples et leur application moins rigoureuse. Mais aujourd'hui, fabriquer soi-même tout médicament contenant une substance réglementée sans licence pharmaceutique est un délit majeur. La DEA et la FDA surveillent de près même les plus petites quantités de ces composants. Ce sirop miraculeux que préparait la grand-mère avec affection dans les années 70 pourrait désormais valoir à quelqu'un une accusation de fabrication illégale de médicaments avec à la clé des peines de prison sévères. Thé de racines de sassafras, d'infusion traditionnelle à interdiction réglementaire. Pendant une grande partie du XXe siècle, le thé de racines de sassafras était une boisson populaire dans de nombreuses régions des États-Unis, notamment dans le sud et les Appalaches, apprécié pour son goût particulier, entre l'anis et la terre humide, et ses vertus médicinales supposées. Il était encore consommé dans les années 70. Mais tout a changé en 1976, lorsque la FDA a interdit l'utilisation alimentaire de la racine de sassafras après avoir découvert que son principal composé, le safrole, provoquait des cancers chez les animaux de laboratoire. Aujourd'hui, vendre du thé ou des produits contenant de la racine de sassafras authentique est interdit par la loi. Les versions modernes doivent obligatoirement être débarrassées de tout safrole pour être autorisées. Cette infusion chaleureuse qui réconfortait les corps et les cœurs dans les années 70 a pratiquement disparu du marché, bannie pour raisons de santé publique. Ragoût d'animaux écrasés, la cuisine de la route. Dans l'Amérique rurale des années 70, il n'était pas rare que les familles utilisent la viande d'animaux tués accidentellement sur les routes. Chevreuils, lapins et autres espèces sauvages fauchées par des véhicules étaient souvent ramassés par les habitants, notamment en période de difficultés économiques. L'idée était simple, ne pas gaspiller ce que la nature, ou l'asphalte, avait offert. La viande était cuisinée en ragoût, civets ou rôtis, sans contrôle sanitaire ni intervention officielle. Aujourd'hui, cette pratique est beaucoup plus réglementée. Dans de nombreux États, il existe des lois précises autorisant ou interdisant la collecte d'animaux écrasés. Là où elle est autorisée, il faut souvent un permis, avertir les autorités et respecter certains protocoles sanitaires. Dans les États sans législation claire, ramasser un animal mort sur la route sans autorisation peut constituer une infraction aux lois de protection de la faune. Ce qui était autrefois une habitude spontanée et pragmatique pourrait aujourd'hui devenir un délit environnemental. Champignons sauvages non contrôlés, de la cueillette à la réglementation. Avec l'essor du mouvement naturaliste dans les années 70, de plus en plus de gens se sont mis à récolter directement leur nourriture dans la nature. Les champignons sauvages sont vite devenus une passion pour les amateurs de cueillette. Des familles entières partaient en forêt chercher des champignons à cuisiner en soupe, omelette ou ragoût. On les partageait lors de fêtes de quartier et parfois même on les revendait à des restaurants locaux sans formalité ni certification. À l'époque, il n'existait pratiquement aucune réglementation autour de la vente ou de la consommation de champignons sauvages. La confiance reposait sur la transmission orale du savoir plutôt que sur des validations officielles. Aujourd'hui, la vente commerciale de champignons sauvages est strictement encadrée dans la plupart des États. Pour qu'un restaurant puisse en servir, ils doivent provenir de cueilleurs certifiés, capables d'identifier avec précision les espèces comestibles et d'éviter les champignons toxiques. Il est encore légal de cueillir des champignons pour soi-même, mais sans connaissance appropriée. Cela comporte de graves risques pour la santé. Et toute tentative de les vendre sans autorisation peut entraîner des sanctions.
Ce qui fut autrefois une activité familiale spontanée exige aujourd'hui formation, permis et conformité sanitaire rigoureuse. Plateau d'huîtres crues, du luxe côtier au contrôle sanitaire. Dans les années 70, les amateurs d'huîtres savouraient ces trésors iodés toute l'année, ignorant largement les avertissements saisonniers. Le vieux dicton selon lequel il fallait manger des huîtres uniquement les mois contenant un R s'était peu à peu effacé grâce au progrès de la réfrigération et du transport. Mais les risques sanitaires se sont vite révélés. En particulier, on a découvert que les huîtres crues récoltées en été, surtout dans les eaux du golfe du Mexique, pouvaient abriter la bactérie Vibrio vulnificus, dangereuse et parfois mortelle. Aujourd'hui, les règles de vente d'huîtres crues sont bien plus strictes. Dans plusieurs États, leur commercialisation entre mai et octobre est interdite à moins qu'elles aient subi un traitement spécial comme la pasteurisation par haute pression ou la congélation profonde. Ce petit bar de plage qui servait des huîtres crues toute l'année dans les années 70 devrait désormais respecter des protocoles sanitaires rigoureux ou risquer de lourdes sanctions. Viande séchée maison à vendre, de tradition familiale à produits réglementés. Dans les années 70, on trouvait souvent de la viande séchée maison, beef jerky, sur les marchés locaux, au bord des routes ou dans de petites échoppes de quartier. Beaucoup de familles possédaient des recettes transmises de génération en génération, leur permettant de conserver la viande tout en gagnant un peu d'argent. Mais aujourd'hui, vendre de la viande séchée maison sans se conformer aux normes sanitaires est illégal dans la plupart des juridictions. En tant que produit carné, la viande séchée est soumise à des contrôles très stricts en raison des risques de maladies liés à une mauvaise transformation. Pour la vendre légalement, il faut une installation inspectée, respecter les plans HACCP, analyse des risques et maîtrise des points critiques, et faire tester régulièrement le produit. Le fabricant artisanal des années 70 aurait besoin aujourd'hui d'un investissement conséquent en équipement, en formation et en licence pour espérer remettre sa jerky sur le marché. Chitlins sans contrôle sanitaire, d'héritage communautaire à préparation réglementée. Les chitlins, ou chitterlings, sont des intestins de porc nettoyés et cuits, un plat profondément enraciné dans la cuisine afro-américaine du sud des États-Unis. Dans les années 70, on organisait fréquemment des dîners de chitlins dans les églises, centres communautaires ou maisons de famille, sans intervention des services sanitaires. La préparation reposait sur un savoir-faire traditionnel transmis oralement. Mais aujourd'hui, leur préparation commerciale est strictement encadrée, en raison du risque de contamination bactérienne, notamment par Yersinia enterocolitica. Les établissements doivent respecter des protocoles de nettoyage et cuisson précis, être inspectés et disposer de licences sanitaires. Si leur préparation domestique pour un usage privé reste autorisée, les grands repas communautaires d'autrefois nécessiteraient aujourd'hui permis, contrôles et conformité aux normes alimentaires. Plats à base d'aquais non traités, de tradition caribéenne à interdiction réglementée. Avec l'arrivée croissante de migrants caribéens dans les années 70, des plats traditionnels utilisant l'ackee, un fruit d'origine ouest-africaine, ont commencé à apparaître dans certaines cuisines américaines. L'ackee, ingrédient clé du fameux ackee and salt fish, était parfois importé ou transporté de manière informelle, sans contrôle. Mais aujourd'hui, la FDA encadre strictement son importation et sa consommation. L'ackee immature contient une toxine naturelle, l'hypoglycine, responsable du redouté syndrome des vomissements jamaïcains, parfois mortel. L'importation de fruits frais est donc fortement restreinte. Seules les versions traitées, provenant d'installations certifiées, sont autorisées à la vente. L'ackee frais qui mijotait dans les cuisines communautaires des années 70 enfreindrait aujourd'hui les règles fédérales de sécurité alimentaire. Kombucha maison trop alcoolisé, de remèdes santé à boissons réglementés. Dans les années 70, alors que montait l'intérêt pour la santé naturelle, certains passionnés commencèrent à préparer leur propre kombucha. Cette boisson fermentée à base de thé sucré et de levures de bactéries était vue comme un élixir pour la digestion et l'énergie. Mais sans instrument moderne de mesure, beaucoup ignoraient que leur kombucha contenait parfois des taux d'alcool élevés, dépassant facilement 1%. Aujourd'hui,
Toute boisson dépassant 0,5% d'alcool est légalement considérée comme alcoolique. Elle est donc soumise à une réglementation stricte avec licence, taxes et restrictions d'âge. Les producteurs doivent faire tester régulièrement leurs boissons ou bien se plier aux règles des spiritueux. Cette kombucha puissante que l'on partageait gaiement dans les années 70 pourrait désormais enfreindre de nombreuses lois si elle est vendue sans autorisation. Formule maison pour bébé, une pratique autrefois courante, aujourd'hui dangereuse. Dans les années 70, certaines mères, notamment en zone rurale ou avec peu de moyens, préparaient elles-mêmes la formule pour nourrissons. Elles utilisaient des recettes héritées de pédiatres ou de générations précédentes, lait évaporé, sirop de maïs et vitamines. Même si des laits infantiles commerciaux existaient déjà, ils étaient parfois évités pour leur coût ou leur composition. Mais aujourd'hui, la fabrication ou la vente de formules maison est strictement interdite par la FDA. Partager de telles recettes est même déconseillé par les autorités médicales. Les laits infantiles industriels doivent respecter des normes rigoureuses et garantir tous les nutriments nécessaires à la santé des bébés. Une carence ou une contamination dans une formule maison peut être gravement, voire mortellement dangereuse. Ce qui était autrefois une solution pratique est aujourd'hui une pratique risquée, illégale et formellement proscrite. Quand on regarde en arrière, les années 1970 ressemblent à un tout autre monde en matière d'alimentation, de préparation culinaire et de ce que l'on tenait pour acquis dans nos cuisines. Des plats exotiques comme la soupe de tortue marine ou le haggis écossais authentique, jusqu'aux pratiques du quotidien comme les sirops maison à la codéine ou la viande séchée sur le porche. Bien des habitudes d'alors seraient aujourd'hui illégales, impensables ou extrêmement réglementées. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement la loi, c'est aussi notre rapport à la nourriture. Nous vivons désormais dans une époque où la sécurité alimentaire, la conservation des espèces et le contrôle sanitaire sont devenus centraux. Et même si ces règles peuvent sembler excessives parfois, elles sont le fruit de décennies d'apprentissage, d'erreurs et de tragédies évitables. Ce voyage à travers les saveurs interdites du passé n'est pas qu'un regard nostalgique sur une époque révolue. C'est aussi un miroir qui nous montre l'évolution de notre société. Chaque interdiction raconte une histoire, celle de la santé publique, de la durabilité ou d'un changement culturel profond. Alors la prochaine fois que tu regardes ton assiette, souviens-toi que la nourriture ne sert pas seulement à nourrir le corps, elle reflète aussi qui nous sommes, ce que nous valorisons et comment nous avons changé. L'histoire de ce que nous mangeons dit énormément sur la transformation du monde. Si ce voyage dans les plats devenus illégaux t'a fasciné autant que nous, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines curiosités gastronomiques du passé. À très bientôt pour de nouvelles découvertes étonnantes.